Othmane Nasrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier vice-président de la région Île-de-France, une région qui va subir, donc, comme toute la France, un troisième confinement. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour les Franciliens que pour les autres habitants du pays. On l'a entendu hier soir dans la bouche du président Macron, l'exception française a vécu. Il y a ce reconfinement partiel, enfin une nouvelle forme de reconfinement. Est-ce que vous considérez que c'est l'échec personnel du président Macron qui avait dit le 29 janvier, on ne reconfine pas ? Moi, je peux comprendre qu'il y ait eu une volonté de ne pas confiner trop vite, de ne pas confiner trop tôt. Et nous-mêmes, à la région, avec Valérie Pécresse, nous avions demandé des mesures proportionnées. Parce que, évidemment, des mesures de restriction ont un coût économique considérable. En Île-de-France, on a sur un an 100 000 demandeurs d'emploi en plus. Et c'est une explosion du chômage de 15%. En particulier chez les plus jeunes. On est à des niveaux d'augmentation du chômage de plus 25, plus 30%. Donc, je ne peux pas reprocher au président de la République d'avoir pris le temps. Par contre, ça fait maintenant quelques jours, quelques semaines, qu'on sait très bien que la situation devient intenable. Et c'est là où certainement on aurait pu anticiper davantage les choses. Il a poussé trop loin le pari, quoi, que ça va tenir. Oui, la présence du variant britannique notamment et le fait qu'il soit devenu dominant a montré dans les statistiques dès le début du mois de mars que la situation n'était pas tenable et les mesures annoncées ne produisaient à l'évidence pas leur effet. Et donc nous aurions aimé probablement qu'il y ait au moins une anticipation, un dialogue un peu en amont pour que nous puissions prendre des mesures proportionnées encore une fois, mais certainement un peu plus tôt que ce qui a été fait aujourd'hui. On devait territorialiser, faire de la chirurgie fine et puis finalement tout le pays se retrouve dans les mêmes conditions. Ça aussi c'est un échec presque conceptuel. Oui, la territorialisation, c'était, on pensait, un acquis enfin de cette crise. La concertation avec les élus locaux aussi, on voit que rien n'est acquis visiblement puisque les solutions ne sont pas ni territorialisées systématiquement, ni toujours dans la concertation. On les découvre toujours un petit peu à la dernière minute. Mais néanmoins, cette proposition aujourd'hui qui consistait à avancer les vacances scolaires et qui est retenue par le président de la République dans des modalités particulières, la réalité, c'est qu'il est sur la table depuis maintenant plus d'une semaine. C'est Valérie Pécresse, votre présidente, qui l'avait mise sur la table. Vous êtes satisfait finalement que cette solution soit retenue ? Oui, parce qu'elle s'imposait. Les chiffres, encore une fois, étaient intenables et la tension dans le système hospitalier, en Île-de-France en tout cas, faisait qu'il était difficile de laisser les choses en l'état avec une circulation du virus qui était une réalité dans les écoles. Et on sait qu'en période de vacances scolaires, le virus circule moins. Et donc, on avait proposé avec Valérie Pécresse d'avancer ces vacances scolaires. Mais on l'avions proposé il y a maintenant 8 jours. Et précisément pour que les parents, notamment, puissent s'organiser. Je regrette qu'on ait perdu cette semaine-là, où peut-être les choses auraient pu être anticipées, mais néanmoins, je crois que cette mesure était absolument nécessaire. Gérard Larcher dit dans Le Parisien ce matin, Emmanuel Macron, c'est la présidence de l'oracle. On attend comme ça des jours, la parole qui tombe et puis elle vient. C'est votre sentiment aussi ? Mon sentiment, c'est surtout qu'on ne sait pas ce qu'on attend, puisqu'encore une fois, cela fait plusieurs semaines maintenant qu'on sait que la situation est intenable et qu'on est nombreux à le dire, que le personnel aussi de santé le dit, et donc que la parole présidentielle tombe à un moment donné, ça ne me choque pas, mais j'aimerais qu'elle tombe au bon moment. Et là, je crois franchement que le pari d'essayer de passer entre les gouttes ne fonctionne pas à chaque fois. Et sur les écoles, 48 heures avant la date prévue, c'est un peu court pour que les parents puissent s'organiser. Je le regrette, mais néanmoins, c'était probablement une mesure qu'il fallait prendre. Alors que peut faire un conseil régional pour décharger les parents qui vont devoir faire du télétravail et gérer les enfants ? Vous pouvez mettre en place des systèmes de garde, ouvrir d'autres lieux pour les enfants ? Nous avons fait déjà beaucoup puisque nous avons équipé notamment tous les lycéens, je rappelle que les lycées sont une compétence de la région, de matériel numérique. Ça représente plus de 400 000 ordinateurs et tablettes qui ont été fournis gratuitement pour mettre toutes les familles dans les mêmes conditions d'apprentissage, pour qu'il n'y ait pas de distinction entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas, précisément à un moment où le distanciel revient régulièrement dans la vie scolaire de notre pays. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Île-de-France des lycéens et des lycées et des professeurs qui sont parfaitement équipés en matériel numérique. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Il y a un sujet sur lequel il faut qu'on reste vigilant, c'est la question des tests. Nous ne testons pas assez en milieu scolaire. La région avait proposé son aide pendant plusieurs mois, en vain. Enfin, maintenant, nous avons enfin l'accord de l'Éducation nationale pour commencer à tester dans les lycées, mais on a pris un retard. Il faut qu'on continue à multiplier les tests, même après les vacances scolaires, parce que c'est un moyen, encore une fois, de casser des chaînes de transmission. Mais sur le terrain, on dit les enfants sont réticents. Certains parents refusent qu'on teste leur enfant. Vous le ressentez aussi ? Il peut y avoir des réticences, c'est toujours sur la base du volontariat, mais si on pouvait déjà tester tous ceux qui se portaient volontaires, ce serait déjà un vrai plus et on en organise en ce moment même. Alors les lycées vont être amenés à fermer dans l'immédiat, mais si nous avions peut-être testé avant, je pense qu'il y avait suffisamment de volontaires pour que néanmoins ça produise un effet. Quand l'Éducation nationale avait commencé les tests, toute seule, c'est le problème de notre pays, c'est que l'État pense pouvoir toujours tout faire tout seul.
On évalue à peu près 1% seulement le nombre de lycéens qui ont été testés en Ile-de-France. C'était très insuffisant. Les entreprises franciliennes sont-elles capables d'organiser le télétravail ou est-ce qu'on va avoir une baisse de productivité, une baisse de croissance et du chômage? Incontestablement, on a une marge de manœuvre en matière de télétravail qui n'est pas assez exploitée aujourd'hui. Il suffit de regarder les chiffres d'utilisation des transports en commun qui restent trop élevés. On est sur une fréquentation des transports en commun d'environ 45%. C'est 10 points de moins qu'avant les dernières mesures de restriction, mais néanmoins, ça reste beaucoup plus qu'après le premier confinement, évidemment, mais surtout même après le second confinement, nous étions autour de 30% d'utilisation des transports en commun, et malgré tout, les entreprises fonctionnaient. Donc je crois que nous avions effectivement un effort supplémentaire à faire en matière de télétravail, qu'il faut rappeler, parce que ça n'est pas facile, les salariés n'ont pas envie d'être isolés non plus, les employeurs doivent repenser leur façon de travailler, mais néanmoins c'est absolument indispensable. Alors le président de la République a promis hier aussi une accélération imminente de la vaccination. Combien faut-il de doses en Ile-de-France selon vous pour rattraper le retard? Et est-ce que vous êtes associé à cette politique de vaccination? Les régions avaient demandé à être associées sur le plan logistique, à apporter leur aide et leur concours à la politique vaccinale. Ça n'avait pas été retenu et nous ne sommes arrivés que tardivement dans le processus. Je le regrette parce que nous avions des choses à apporter sur le transport à la demande pour les personnes âgées pour qu'elles puissent aller dans les centres de vaccination. Aujourd'hui, nous aidons financièrement les communes à mettre en place ces centres de vaccination avec une enveloppe de 10 000 euros réservée pour chaque commune d'Île-de-France. Vous décidez pas, mais vous payez. Et bien voilà. Et nous aurions aimé être concertés parce que peut-être que nous aurions gagné un temps précieux sur une campagne de vaccination dont les débuts ont été poussifs. Un point toutefois, le président de la République demande à vacciner très vite les enseignants. Il a raison, mais il ne faut pas oublier, et nous le redisons aujourd'hui, tous les personnels des villes, des départements et des régions qui sont aussi dans les établissements scolaires, qui sont parfois plus nombreux que les enseignants et qui sont aussi en première ligne. Il faut également qu'ils soient prioritaires sur la vaccination. C'est une demande que nous refaisons aujourd'hui. Ça n'était pas hier dans le propos du président de la République. Ne pas oublier évidemment les enseignants, mais aussi tout le personnel qui fait partie de la communauté scolaire. 12 millions de franciliens, il va falloir beaucoup de doses quand même. On n'y est pas. On n'y est pas et aux difficultés logistiques s'est ajouté incontestablement un problème d'approvisionnement en matière de vaccins, même si cette vaccination ne se faisait pas à flux tendu aujourd'hui. Donc on avait certainement un effort à faire sur le plan logistique. Je crois savoir que les doses arrivent, si j'en crois le calendrier du gouvernement, et donc désormais il va falloir qu'on amplifie vraiment cette vaccination. Et pour cela, il ne faut pas oublier que ce sont les collectivités territoriales qui sont en prise avec le terrain. Et je demande au gouvernement de continuer le dialogue avec les collectivités, régions, départements et communes. On pourra rouvrir ensuite, a dit le président, on pourra rouvrir à partir de la mi-mai. C'est un calendrier qui vous semble pertinent ou hasardeux? Écoutez, maintenant on va espérer que ce soit tenable. C'est ce qu'on peut tous espérer. Le plus tôt sera le mieux. Donc moi je suis à la fois prudent parce qu'on a vécu des choses qui nous laissent penser que les engagements ne sont pas malheureusement pas toujours tenus et qu'il y a une difficulté pratique, logistique ensuite une fois que les décisions sont prises. Mais néanmoins, c'est l'objectif que l'on doit tous collectivement se fixer parce qu'il est temps maintenant que cette vaccination atteigne l'ampleur qu'on peut espérer pour sortir définitivement de cette crise sanitaire. Cette nouvelle stratégie sera soumise au vote des parlementaires tout à l'heure après discours du Premier ministre. La droite et les Républicains refusent de participer à ce vote. Vous pensez qu'ils ont raison ou il faut donner un avis? Moi, je vous donne l'avis de la collectivité que je représente de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Et de son mouvement autour. Oui, les parlementaires font avec les informations dont ils disposent. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas le même niveau d'information que le gouvernement, notamment sur les données épidémiologiques, notamment sur les modélisations qui sont celles des épidémiologistes. Donc je comprends qu'ils puissent considérer qu'ils ne prennent pas part au vote. Ça ne vaut pas opposition parce que chacun considère qu'il y a besoin aujourd'hui de mesures de restriction. Mais encore une fois, la campagne de vaccination cette fois aurait mérité un débat à part entière parce qu'il n'est pas question désormais de ne pas atteindre les objectifs qui sont fixés. On leur demande de voter à l'aveugle en quelque sorte, de prendre comme ça, à prendre ou à laisser un plan qu'ils n'ont pas concerté. Et c'est toujours difficile de signer un chèque en blanc à un gouvernement qui depuis un an a quand même multiplié un certain nombre d'erreurs et qui aujourd'hui, encore une fois, nous interpelle, même si chacun doit être mis devant ses responsabilités. Mais si on pouvait être associé avant que les décisions soient prises, ça permettrait aussi à chacun de se positionner plus facilement. Les parlementaires seront aussi interrogés sur la date des régionales. Souhaitez-vous ou non un report compte tenu de ce troisième confinement? Ce serait tout à fait impensable, d'autant plus que le président de la République nous indique que nous serons à des niveaux de vaccination très importants dès le mois de mai. Et donc, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on ne puisse pas voter au mois de juin, au moment où on travaille, au moment où il y a eu 12 élections différentes dans d'autres pays européens, parfois en plein confinement. Si on peut travailler, on peut voter et on ne doit pas jouer avec la démocratie. Le bon argument, c'est de dire que
les régions doivent se concentrer sur le plan de relance. Et en supprimant, en repoussant la campagne électorale, on permet au président en place de déployer ce plan de relance. Parce que c'est imaginer qu'au mois de septembre ou octobre, on sera complètement sorti de la crise et qu'il n'y aura plus rien à faire. Ça fait des mois et des mois que les régions sont mobilisées. Nous avons travaillé à la région Île-de-France dès le premier jour de notre mandat et nous travaillerons jusqu'au dernier jour de notre mandat. Mais on ne joue pas avec le calendrier des élections parce qu'il n'arrange pas le gouvernement. Ce serait une arrière-pensée politicienne qui, à mon avis, doit céder le pas face à la nécessité de garder une démocratie intouchable et au-dessus de tout soupçon. Audrey Pulvar a reculé après avoir dit que les Blancs devaient se taire dans les réunions sur le racisme. Elle a expliqué que sa pensée en expliquant qu'elle ne voulait pas évidemment exclure ces personnes. Est-ce que vous lui donnez quittance ? Non, parce que d'abord, elle n'a s'est pas vraiment justifiée de ses propos. Elle a plutôt eu tendance à les confirmer, à les assumer. Et moi, je trouve que renvoyer les gens à leurs origines, à leur couleur de peau, c'est absolument infamant dans notre pays. Elle a eu des propos extrêmement violents qui n'étaient pas simplement une maladresse, qui renvoient à une idéologie précise, racialiste, indigéniste, qui aujourd'hui est en train de miner la cohésion de notre pays. Et de voir que la candidate socialiste à ces régionales, eh bien, tombe dans cette idéologie-là, c'est extrêmement préoccupant. On voit qu'il y a aujourd'hui deux gauches irréconciliables dans notre pays. Et en tout cas, Madame Pulvar aujourd'hui s'est approprié le discours d'une gauche extrêmement dangereuse qui finalement fait du racisme à l'envers et qui discrimine au nom de la lutte contre les discriminations. Il faut le condamner de toutes nos forces. Pourtant, l'une des explications, c'est de dire mais les victimes parfois ont besoin de se retrouver entre elles. Vous qui êtes né au Maroc, qui avez été confronté à ces problèmes de racisme, est-ce que parfois il n'y a pas une légitimité à dire laissez-nous entre nous, on va parler de nos expériences malheureuses? Alors d'abord, Madame Pulvar ne parlait pas simplement de toutes les victimes, elle parlait d'une couleur de peau précise, parce qu'on peut être aussi une personne blanche et souffrir de discrimination et souffrir de victimes. C'est le cas, par exemple, dans un certain nombre de quartiers. Ça peut arriver. Et donc, ça n'était pas simplement les victimes, c'est qu'elle considérait qu'il fallait être de couleur ou qu'il fallait être issu de l'immigration pour être une victime. Et cette victimisation, ce discours de repli identitaire et de condescendance finalement vis-à-vis des personnes issues de l'immigration, moi, je ne l'accepte pas. Et je n'accepte pas non plus qu'on dise que notre pays est un pays raciste. Ce n'est pas mon expérience personnelle, ce n'est pas mon vécu. Je crois que c'est même l'inverse. Et je regrette que Madame Pulvar aujourd'hui, pour des raisons politiciennes, pour des raisons de boutique électorale, eh bien, nourrissent le repli identitaire et la victimisation des personnes issues de l'immigration qui attendent autre chose, encore une fois, que ce petit discours qui consiste à dire « vous avez le droit de parler entre vous ». Un dernier mot de Trappes, votre commune. Est-ce que le calme est revenu? Est-ce que la police a été renforcée? Est-ce que ça va mieux? Aujourd'hui, il y a eu un débat qui a été extrêmement violent sur l'image de la ville. Ce débat est retombé. La écrasante majorité des habitants, évidemment, aspirent à vivre dans la République, mais les difficultés restent les mêmes. Nous avons des difficultés en termes d'accès à l'emploi pour les jeunes. Nous avons des difficultés de sécurité, il faut le dire. Nous avons une ville dans laquelle la police municipale ne travaille pas le soir. Nous avons des sujets de radicalisation qu'il faut continuer à combattre, il faut avoir le courage de le dire, mais évidemment, il faut entraîner dans ce combat-là l'écrasante majorité des habitants qui aspirent à vivre paisiblement. Othmane Nasrou, merci, bonne journée. Merci à vous.